Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Si vous êtes un fidèle du Monde Devant Soi, il y a de fortes chances que vous ayez lu son premier roman, Le Mage du Kremlin. Bonjour Giuliano D'Arampoli. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, romancier, ancien conseiller politique de Matteo Renzi et auteur du très remarqué essai Les ingénieurs du chaos, sorti en 2019, et aussi donc du Mage du Kremlin, qui a été couronné par le Grand Prix de l'Académie française. Un roman inspiré de personnages et de faits réels, à qui vous prêtez une vie privée et des propos imaginaires, mais néanmoins une véritable histoire russe, comme il est dit en incipit. Une histoire russe, celle de Vadim Baranov, personnage fictif inspiré de Vladimir Surkov, proche conseiller de Poutine, vice-président du gouvernement russe en 2012, artisan de la déstabilisation de l'Ukraine bien avant l'invasion de 2022. Un personnage complexe, ancien producteur de télé-réalité, devenu un des idéologues les plus influents du Kremlin, par devoir, mais aussi surtout par pragmatisme. Alors, nous allons parler ensemble de la Russie de Vladimir Poutine, mais d'abord, il faut s'arrêter peut-être sur le fil conducteur de ces deux ouvrages, ce constat que vous dressez sur l'importance de la rage des peuples et sur le succès du technopopulisme. Alors, le technopopulisme, c'est cette rationalisation de la colère via les algorithmes par des spin doctors et autres spécialistes pour manipuler l'opinion et conquérir le pouvoir. Ce technopopulisme, vous racontez dans Les ingénieurs du chaos qu'il a été à l'œuvre lors du Brexit, lors de l'élection de Trump ou d'Orban, mais tout commence en fait en Italie avec le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo ou plutôt de Gianroberto Casaleggio. Oui, vous savez, être italien n'est pas toujours un avantage, mais ça l'est quand on étudie le populisme et le national-populisme, parce que il est vrai que l'Italie est un peu le Silicon Valley du national-populisme. Simplement parce qu'on a peut-être commencé un peu avant les autres, le système des partis a explosé en Italie au début des années 90, et à partir de ce moment-là, on s'est lancé dans toutes sortes d'expérimentations, et notamment d'expérimentations populistes. Le mouvement 5 étoiles est un peu, si vous voulez, la forme la plus avancée de ces recherches, parce que c'est un peu comme si Cambridge Analytica avait, au lieu d'être au service d'un parti ou d'un mouvement politique, avait fondé son propre parti. Le mouvement 5 étoiles a été fondé donc par un expert de marketing numérique qui a compris très vite le rôle que les algorithmes justement allaient jouer dans le système politique, et qui a eu l'intelligence de ne pas fonder un parti pirate, quelque chose qui serait simplement, comme dans les pays de l'Europe du Nord, un parti comme ça purement numérique, lui a donné une incarnation physique qui est celle que tout le monde connaît, qui est celle de ce comique Beppe Grillo, qui a apporté, disons, un surplus de leadership, d'humour, d'incarnation à ce mouvement, mais c'était un vrai parti algorithme, donc un parti qui exploitait cette formule à laquelle vous faisiez un peu référence aussi au début, de la colère plus l'algorithme peut produire des résultats politiques considérables. Concrètement, sont identifiés les thèmes qui clivent, qui divisent, qui engagent les citoyens électeurs et ils sont après instrumentalisés par le parti pour réussir à mobiliser les foules. C'est comme ça que ça se passe? Oui, le parti n'a pas de plateforme, sauf le dépassement de la démocratie représentative et donc le passage à une forme de démocratie directe numérique. D'ailleurs, le parti naît d'un blog, le blog de Grillo Casaleggio, donc l'homme du marketing à l'origine du mouvement 5 étoiles. C'est simplement, on reçoit des mails, on reçoit des réactions et on pousse tout ce qui crée de l'engagement, tout ce qui marche d'une certaine façon. Et on n'a pas de véritable plateforme propre. On ne fait que pousser les thèmes qui marchent. Et le parti, avec des instruments évidemment plus sophistiqués, va devenir donc cette sorte de boîte noire, d'ailleurs avec quand même plusieurs angles morts, comme vous le savez, dans la démocratie, disons, de la transparence absolue des réseaux sociaux, la seule chose qui n'est pas transparente, c'est le cœur du système. Ce sont les serveurs de Google, de Facebook, des plateformes, etc., qui sont un secret très très bien gardé. Le mouvement 5 étoiles, c'est la même chose. Donc tout est transparent, sauf le cœur du système qui est parfaitement opaque.
Comment on obtient ce dépassement de la démocratie représentative? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme ambition? Parce qu'on voit bien que ça passe par une désorganisation, donc il souffle sur toutes les braises possibles, de façon à créer le désordre. Le désordre va appeler la demande d'un régime autoritaire ou d'un homme providentiel, etc. Et donc on va aboutir à quelque chose qui est assez classique dans l'histoire, qui est la naissance d'une tyrannie. Alors aujourd'hui, il y a l'aide des algorithmes, mais hier, il y avait la manipulation des foules d'une autre façon, mais c'était bien le même processus. Oui, je pense que le mécanisme est le même, hein. D'ailleurs, les colères ont évidemment toujours été un ingrédient fondamental de l'action politique et leur activation et leur utilisation. Aujourd'hui, on peut probablement les exploiter de façon plus chirurgicale. C'est comme si on a effectivement développé de nouveaux instruments qui permettent, c'est un peu comme si vous cherchez du pétrole, non? Aujourd'hui, avec le fracking, vous pouvez aller chercher des poches de pétrole, donc de colère, de façon beaucoup plus précise et savoir où et comment les activer et même sommer des colères contradictoires sans que ça se voie parce que vous pouvez cibler évidemment de façon beaucoup plus précise. Alors, je crois que dans le cas du mouvement 5 étoiles, ça part d'un constat réel, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est-à-dire les instruments dont nous disposons aujourd'hui, effectivement, posent un véritable problème aux institutions de la démocratie représentative, vu que toute une série de consultations différentes et permanentes sont aujourd'hui possibles, qui n'étaient peut-être pas possibles à l'origine. Donc le problème est réel, mais c'est vrai que dans le cas du mouvement 5 étoiles, comme dans beaucoup d'autres cas de ce type, le débouché est celui dont vous parlez, c'est-à-dire au fond, voilà, on est dans une production de chaos numérique qui ne peut que déboucher sur la restauration d'une autorité forte et donc sur un leadership charismatique qui s'accompagne d'ailleurs très très souvent à ces mouvements-là. Presque toujours le national-populisme, il y a aujourd'hui cette capacité effectivement d'exploiter des poches de colère et des fractures pour créer du chaos, et puis il y a la proposition d'une verticalité, d'une restauration d'une verticalité traditionnelle, autoritaire, avec des valeurs de ce type. Cette instrumentalisation du chaos, c'est ce qui a permis finalement à Vladimir Poutine de s'imposer aussi longtemps en Russie. C'est une stratégie qu'il a sur le plan intérieur, mais pas seulement, c'est aussi une stratégie qu'il épouse sur le plan international, créer du chaos en Europe. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne comprend souvent pas de la stratégie, par exemple les stratégies d'influence ou de propagande russe. On a tendance à penser, c'est naturel, qu'elles ne se concentrent que sur aider leurs alliés, les mouvements qui leur sont proches. Et il y en a, et Dieu sait qu'il y en a en Europe et ailleurs, et c'est vrai qu'ils font ça aussi. Mais après, l'autre côté, plus caché, mais je pense peut-être plus dangereux des stratégies d'influence russes consiste effectivement à exploiter toutes les fractures possibles. On a vu ça quand on a regardé les données de la célèbre Fermatrol de Saint-Pétersbourg, qui était active dans la première moitié des années 10, là, entre 2013, je crois, et 2016, et même un peu au-delà. Eh bien, on a vu que, par exemple, aux États-Unis, elle ne poussait pas que les mouvements suprématistes blancs, les mouvements traditionnalistes, les moments conservateurs et religieux, mais aussi leurs adversaires les plus virulents, donc les hyper-woke, les LGBTQ plus radicaux, les écolos les plus radicaux, les collapsologues, etc. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie du fil de fer. Vous voulez casser un fil de fer, vous faites quoi? Vous le tordez d'un côté, puis de l'autre côté, puis de l'autre, Et c'est ça qu'ils font en Europe aussi. Toutes les fractures, ils les exploitent. On l'a bien vu avec ce cas d'ailleurs paradigmatique, assez étonnant parce que transféré dans la dimension physique de ces étoiles de David qui ont été inscrites dans des quartiers de Paris. Peu après le début du conflit peu Israël-Hamas. après le début du conflit d'Israël, paraît-il, par des gens, disons, payés par les Russes. Et c'est vraiment le paradigme de cette stratégie-là, non? S'insérer dans tous les conflits et les rendre de plus en plus
plus intraitable. Vous parlez du déplacement du conflit du cyberespace au monde concret, au monde réel. Dans le match du Kremlin, vous imaginez une conversation entre Vadim Baranov et Alexander Zaldostanov, le chef des loups de la nuit, qui a participé activement à l'annexion de la Crimée en 2014. Baranov lui explique que le but de Poutine n'est pas, à l'époque, de conquérir l'Ukraine pour le simple plaisir de reconstituer une sorte de grande Russie, la grande Russie, mais pour y entretenir un chaos et participer avec ce chaos à la déstabilisation du camp occidental. Est-ce que pour vous, la guerre d'agression russe de 2022 fait partie de cette stratégie de maintien du chaos à l'est de l'Europe pour déstabiliser l'Occident? À l'origine, à mon avis, comme vous le disiez, le livre a été écrit avant l'invasion de 2022. À l'origine, je pense que non, c'est-à-dire que Poutine fait un pas de plus et il essaie d'imposer son ordre à l'Ukraine. Il a d'ailleurs un chef de gouvernement remplaçant qui attend son heure, je crois, à Minsk, et qui est prêt à prendre la place de Zelensky, et il pense qu'il va imposer un gouvernement favorable à la Russie assez rapidement à l'Ukraine. Mais là, du coup, donc erreur stratégique considérable, mais du coup, n'ayant pas pu imposer son ordre à l'Ukraine, je pense qu'il est revenu, en effet, et qu'il revient aujourd'hui à une stratégie qui est plutôt celle-là. Donc, si vous n'êtes pas assez fort pour imposer votre ordre, vous pouvez éventuellement être suffisamment fort pour imposer le chaos. Et c'est là, je pense, par contre, effectivement, la stratégie actuelle, c'est-à-dire rendre l'État ukrainien pratiquement pas viable, disons un État en faillite qui, selon les Russes et leur position d'ailleurs, sera abandonnée par l'Occident, et donc donner de ce point de vue-là, si vous voulez, une leçon à tous ceux qui penseraient pouvoir s'appuyer de façon durable sur le soutien de l'Occident, de ce que Poutine appelle l'Occident collectif, et puis, plus largement, en effet, utiliser ça pour semer le chaos dans le reste de l'Europe, surtout dans les pays qui sont plus directement menacés et proches de la Russie, mais bien au-delà de ça. Alain? Si je peux revenir sur le début de notre conversation, c'est les plateformes numériques et la démocratie représentative. Et si on pense aux élections européennes qui arrivent là en juin, les sondages montrent une montée de ce que nous appelons les partis populistes. Moi, je préfère le terme protestataire, mais si on regarde l'ancrage qui a marché, peut-être grâce aux plateformes numériques, mais qui correspond aussi à une partie de réalité, l'ancrage de la protestation, de la colère, il y a deux thèmes qui reviennent. Les élites. Alors les élites, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est l'Union européenne à coup sûr, c'est les élites. Et puis les immigrés. Donc il y a deux points d'ancrage comme ça qui constituent pas un parti programmatique, parce qu'on ne peut pas se passer des élites, ni même un parti programmatique en ce qui concerne les immigrés, parce qu'on ne va pas renvoyer des millions d'immigrés chez eux. Donc, est-ce que le contact avec le pouvoir, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, que ce soit en Scandinavie, lorsqu'il y a des partis protestataires participent à des coalitions, ou que ce soit par exemple en Italie, ou que ce soit l'exemple du Brexit. Alors on voit le Brexit, véritablement, la protestation au pouvoir aboutit à un échec total. Mais on regarde Madame Meloni, elle intègre au contraire toute une part de réalité. Elle considère que, comme le dit le patronat italien, nous avons besoin d'immigrés pour avoir de la croissance et pour nourrir tous les projets de développement qui existent et qu'il faut financer. Et enfin, elle a un ancrage européen qu'elle ne remet pas du tout en question. Est-ce que l'exercice du pouvoir, ça veut dire la fin des partis protestataires ? Premièrement, en effet, je pense que quand on s'inquiète du résultat possible des élections européennes de cette année, il faut quand même partir d'un aspect plutôt positif, qui est le fait que par rapport aux dernières élections européennes, la plupart des grands partis protestataires, comme vous le dites, et c'est le cas sans doute de Madame Meloni en Italie, mais aussi en partie de Madame Le Pen en France et ailleurs, eh bien aujourd'hui, ils ne remettent plus
plus véritablement en cause la participation de leur pays à l'euro ou à l'Union européenne. C'est peut-être un peu la leçon du Brexit, c'est probablement la leçon des crises que nous avons vécues en Europe avec le Covid et aujourd'hui avec l'Ukraine, mais c'est quand même quelque chose d'assez important parce que même si ces mouvements montent, ils ne sont plus forcément, alors ce n'est pas le cas de l'Allemagne, hein, on sait que, et là il y a un très 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 gros point d'interrogation, mais bon, je pense que c'est un élément positif à considérer parce qu'en effet, la stratégie Meloni, au fond, c'est un double parcours et un double langage. C'est-à-dire, elle considère qu'au fond, elle ne veut pas être embêtée au plan international. Donc, elle est du côté de l'OTAN, même si on voit bien que d'une façon naturelle, disons, elle aurait plutôt des sympathies d'un autre type, hein, parce que c'est la raison pour laquelle Meloni n'a pas eu de précédent avec Poutine, c'est simplement qu'elle n'existait pas politiquement à l'époque. Donc, elle disait sa sympathie pour Poutine, mais elle était à 3% et Poutine n'était pas intéressé à correspondre à cette sympathie. Sinon, il y aurait eu plus de traces de sa sympathie pour Poutine à l'époque. Mais en tout cas, tout ça a été balayé et donc aujourd'hui, Meloni se présente comme quelqu'un qui est aligné sur les autres sur le point des politiques de l'Union européenne, de l'OTAN, et par contre qui fait de l'agitation identitaire à l'intérieur. Hein? Si on regarde ce qu'elle fait, ses mots d'ordre, même simplement ses éléments de langage, que ce soit sur le thème de l'immigration, que ce soit sur les thèmes plus sociétaux, de genre, ou sous toute autre sorte de thèmes, elle est quand même sur une plateforme plutôt radicale. Et ça, oui, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre et qui a permis ailleurs à des mouvements à l'origine protestataires de rester au pouvoir longtemps. Vous n'aimez pas le terme, je suis plutôt d'accord, hein, que le terme populiste est un mauvais terme, mais bon, en même temps, c'est celui qui a été adopté presque partout. Donc, mais on parle de populistes compétents, c'est-à-dire de gens qui ont la capacité effectivement de rester sur ce créneau en partie toujours d'agitation, de contestation, toujours en trouvant de nouveaux ennemis, de nouveaux adversaires comme Orban, non, il faut nourrir la contestation. Et donc qui nourrit toujours la détestation des élites de l'Europe, des immigrés, qui trouvent à chaque fois des campagnes, des référendums, des façons pour alimenter ça, et en même temps qui gouverne et qui garde au fond une base de stabilité au niveau international et tout ça. C'est un équilibre fragile et délicat, mais certains ont réussi à l'atteindre, et Meloni essaye de se placer dans cette lignée-là. Parce que finalement, quand on regarde les discours portés par ces mouvements protestataires ou populistes, ils s'appuient rarement sur des faits. Les faits sont tordus, sont travestis, sont instrumentalisés, et il semble impossible d'opposer un discours rationnel dans le débat public, dans l'opinion. On le voit par exemple aux États-Unis. Vous prenez l'exemple de Donald Trump, qui parle d'une frontière inexistante en parlant d'un mur contre l'immigration, et on voit aussi un Joe Biden qui, sur le papier, a une action politique qui fonctionne sur le plan économique. Il a réussi ce qu'il voulait faire pour les États-Unis, et pourtant il est inaudible et il est vraiment derrière Trump dans les sondages. D'un côté, on a la raison et le succès face à, on peut parler de folie, d'instabilité et du mensonge, et le discours rationnel ne prend pas. Est-ce qu'il a une chance encore d'être audible? Est-ce qu'il peut être audible? Là aussi, je pense qu'il faut d'abord se dire que la politique, la rationalité a toujours joué un rôle en politique, heureusement, mais disons, elle n'a pas remporté énormément d'élections, disons, dans l'histoire de la démocratie. Il y a toujours eu besoin, à un moment, ça s'est toujours joué aussi sur l'émotion, sur la perception, parce que la politique est au fond surtout une question de perception. La réalité n'a un rôle à jouer en politique qu'au moment où elle affecte la perception. Tant qu'elle n'a pas d'impact sur la perception, la réalité n'existe pas, au fond, dans le jeu politique. Donc, je pense qu'il faut considérer ça. Après, ce qui existait dans le passé, c'était, je crois, des vecteurs de rationalité. C'est-à-dire, par exemple, les grands partis organisés
était, je crois, un vecteur de rationalité, c'est-à-dire le grand philosophe allemand Peter Sloterdijk parlait de banque de la colère, c'est-à-dire il disait, eh bien la colère a toujours existé dans toutes les sociétés forcément, mais ce qui existait dans le passé, c'était des instruments qui canalisaient cette colère et lui donnaient d'une certaine façon une forme rationnelle. Les grands partis de la gauche du XXe siècle, eh bien c'était ça, c'était des gens qui n'étaient pas satisfaits du fonctionnement de la société et qui décidait d'investir d'une certaine façon sur un grand projet, là du coup rationnel, après viable, pas viable, juste, pas juste, on peut en discuter, mais ces gros collecteurs existaient. Et du coup, la disparition de ces vecteurs de rationalité qu'ont été, je pense, les grands partis du XXe siècle, fait que, par contre, on est dans quelque chose de beaucoup plus flou, de beaucoup plus instable, de beaucoup plus volatile, avec en plus, c'est un débat public qui se déroule de plus en plus dans la dimension numérique, justement, et on sait, et vous en êtes un exemple, qu'on peut faire des choses parfaitement rationnelles et parfaitement intéressantes dans la dimension numérique aussi, mais c'est vrai que cet écosystème-là, cette écologie des nouveaux médias numériques, eh bien, elle pousse quand même plutôt dans la direction de l'extrême, de l'émotion, de ce qui engage, de ce qui mobilise des affects. Et des gens comme Trump sont évidemment très, très habiles dans l'utilisation de tout ça. On a parlé de l'Italie comme laboratoire, au fond. Qu'est-ce qui va advenir en Italie, justement, puisqu'on est dans une expérience grandeur nature d'une extrême droite, hier fascisante d'ailleurs, Oui. et qui est au pouvoir, qui maintient dans ses rangs une partie de gens qui sont fidèles au discours radical, au discours extrémiste, mais qui, aux yeux du public, a un autre discours et surtout s'est entouré d'une cohorte de techniciens, de technocrates de haut niveau qui font que tout ça tient debout. Est-ce que ça peut devenir un modèle qui inspire d'autres pays, notamment le nôtre, parce qu'on voit tout de suite ce que ça pourrait donner aussi en France? Oui, je pense que la tentative de Mme Meloni en ce moment, effectivement, est celle de devenir un modèle. Elle suit elle-même un peu le modèle Orban, justement. Voilà, Moi, c'est j'ai ça. tendance à penser que c'est vraiment sa référence. Hein. Après, elle est dans un contexte Le différent. modèle Orban qui amène tout droit à l'antisémitisme, hein, qui Oui, qui ne s'en prive pas d'ailleurs. Donc, oui, exactement, qui ne s'en prive pas. Après, encore une fois, Meloni est dans un contexte différent du contexte hongrois. Elle a des limites différentes. Par exemple, par rapport au système judiciaire, l'indépendance du système judiciaire italien est quand même très, très, très fortement ancrée non seulement dans la Constitution, mais dans la pratique aussi. Alors, imaginez une mise au pas, par exemple, du système judiciaire, difficile. Les médias aussi, malgré leurs défauts, et les défauts des médias italiens sont, à mon avis, assez considérables, mais ça reste quand même, malgré tout, il y a une tradition quand même de médias plutôt libres. Donc, je pense qu'elle a des contraintes différentes par rapport à Orban, mais qu'elle essaye de faire une version d'Europe de l'Ouest, si vous voulez, de ça, et que si ça marche, ça peut devenir en effet un modèle pour d'autres. On voit bien d'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'influence de Meloni, parce que Madame Le Pen a commencé déjà avant, d'une certaine façon. J'ai un ami sociologue politique, Raphaël Lorca, qui parle du passage du choc au soft dans la stratégie de communication, de présentation de Marine Le Pen. Donc il y a un peu cette tentative, je pense, d'essayer de suivre ce double langage plus rassurant d'un côté, mais ne perdant pas par contre tout le côté plus protestataire et contestataire. L'avantage de l'Italie, c'est que d'un côté, c'est un système très perméable, donc il permet l'émergence de ces nouvelles formes politiques très rapidement, parce qu'il n'y a pas véritablement de filtre. Les institutions, le Parlement, au fond, est en prise assez directe avec les mouvements de l'opinion, et il n'y a plus de grands partis, sauf un, mais qui est de plus en plus en difficulté, le Parti démocrate. Mais en même temps, tout se passe très vite. Donc aujourd'hui, Meloni est très forte. Dans un an, elle pourrait ne plus être là.
il faut quand même, Il y a une, il faut il y a quand une- même se dire il y a ça une aussi. image qui a beaucoup frappé les Européens, en France, mais pas seulement, c'est ce défilé de militants Oui. néofascistes faisant le salut fasciste avec une foule impressionnante. Enfin, c'était vraiment les milices dans la rue. Quelle importance faut-il accorder à ce genre de Alors, phénomène? dans le cas spécifique, c'est une manifestation qui se tient Tous les ans, oui, en voilà, fait. tous les ans, depuis longtemps à Rome, plus ou moins dans les mêmes formes, mais ce qui a changé, en effet, en Italie, c'est que aujourd'hui tout ça a une forme de légitimation. Donc, ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, effectivement, donc la sphère de ce qui peut être dit et fait dans la sphère publique italienne, c'est encore élargi. Alors, c'est pas que Meloni qui a fait ça, hein, c'est un long travail. Franchement, la fenêtre d'Overton italienne, donc des arguments en termes même racistes, xénophobes, Oui, c'est un phénomène général, post-fascistes, ça. Ouais. etc. Voilà, c'est beaucoup élargi en Italie, c'est le Pas cas seulement. d'autres pays aussi, mais en Italie, ça a été vraiment radical et ça part de loin. Là aussi, le temps a son action. Tout ça, y compris le mouvement 5 étoiles et Meloni aujourd'hui, n'aurait pas été possible sans l'expérience de Berlusconi il y a 20 ans, etc. Enfin, c'est un processus progressif. Alain? Oui, je ne me souviens plus dans lequel des livres figure cette petite phrase d'entrée. Il y en a un qui commence avec une phrase de Woody Allen, dont évidemment je ne me souviens plus, mais le sens c'est « Attention, regarde la part de vérité qu'il peut y avoir dans le discours de l'autre ». Les méchants ont sans doute compris quelque chose que les bons ignorent. Voilà. Et ce qui me frappe dans l'histoire de la montée des mouvements populistes et protestataires, c'est au fond, c'est très dur de les critiquer, c'est très dur de les déstabiliser, mais il y a une posture qui ne marche pas, c'est la diabolisation. En France, c'est assez frappant. Je pense que le Front National n'a pas changé et que nous l'avons diabolisé, critiqué de toutes parts à juste titre, mais ça n'embraye pas ou peu sur l'opinion. Et je suis frappé par le phénomène Trump à cet égard. On ne comprend pas que 76 millions d'Américains ont voté Donald Trump après les 4 ans de ce que nous percevons comme du chaos, voire de remise en cause même, de dénonciation des institutions de la démocratie par Trump. Une bonne partie de l'électeur Trump, qu'est-ce qu'il regarde ? Trump a surfé sur la remarquable courbe de croissance amorcée par Barack Obama. C'est Barack Obama qui sort les États-Unis de la crise de 2008. Le deuxième mandat est payant, c'est-à-dire que la croissance est amorcée. C'est une croissance sans inflation, où les salaires montent considérablement et où les inégalités ont commencé à diminuer. Rien de tout ça n'a été changé par les 4 années de Trump. La croissance s'est poursuivie et même en dépit des coupes d'impôts, ou plutôt en dépit d'une politique fiscale favorisant outrageusement les riches, les inégalités ont continué aussi à diminuer. Et donc il retient ça. Alors on lui dit « Oui, mais la démocratie ». Il dit « Mais personne n'a été en prison pour ses opinions. Toute la presse était contre lui. Aucun journal n'a été fermé, etc., etc. » Et donc, je crois que cette petite phrase semblait nous ouvrir une route qui est d'imaginer la représentation de l'autre, sa perception du monde. D'ailleurs, c'est un peu la démarche qui est à l'origine de mon livre. Quand on observe de notre point de vue, pour des gens qui suivent la politique depuis un certain temps et qui le font d'un point de vue, si vous voulez, plus ou moins raisonnable, si on peut employer ce terme, il y a des phénomènes. Quand on a vu apparaître Trump, ça nous a semblé invraisemblable. Je me souviens très bien le départ de la campagne Trump. Il descend des escaliers de la Trump Tower et puis il fait une sorte de monologue fou sur les Mexicains violeurs, qui est censé être le départ de sa campagne. Alors on se dit...
c'est n'importe quoi. Et après une semaine, il dit de John McCain, qui était un peu la grande figure d'autorité morale du Parti républicain, donc de son propre parti, il dit bah non, pour moi c'est pas un héros, parce que les héros se font pas capturer, et lui il s'est fait capturer, et donc c'est plutôt un idiot, hein, disons. C'est plutôt un perdant, voilà, il c'est a plutôt dit, un perdant. Un perdant, il a dit. Et alors là, vraiment, tous les commentateurs disent, bon, c'est vraiment fini, là, parce que non seulement, bon, les immigrés, les Mexicains, à la limite, si vous voulez, bon, il peut trouver probablement un public pour ça, mais dans le Parti républicain, s'en prendre de façon, c'est une gaffe de dimension. Et du coup, non. C'est plutôt, ça fait partie de la stratégie de destruction de Trump, de sa stratégie anti-establishment. Vous parliez de cette colère contre les élites. Je crois que c'est le vrai grand point de programme de tous ces leaders-là. C'est-à-dire, on dit souvent, ils ne réalisent pas leur programme, ils vont au pouvoir, ils vont pas être capables de faire ce qu'ils disent. Trump, évidemment, ne peut pas construire ce mur, ne peut pas faire une bonne partie de ce qu'il promet, mais il réalise au fond le point central de son programme. D'ailleurs, le mouvement 5 étoiles, le slogan du mouvement 5 étoiles, c'était le Vaffanculo. Hein. Donc, c'est un bras d'honneur aux élites, à l'establishment, à tout le monde, à l'ancienne classe politique, à la classe politique traditionnelle, mais aussi aux journalistes, aux universitaires, aux experts, etc. Ça, c'est le point central de tout programme et de tout projet national populiste. Et ça, on peut le réaliser au fond. Trump au pouvoir est quelqu'un qui ne déçoit pas ses électeurs de ce point de vue-là. Parce que, comme vous le dites, il fait pas grand-chose au fond. Il n'a pas fait grand-chose. Il surfe sur une vague qui est là, il en profite, mais en même temps, chaque jour, il fait quelque chose de scandaleux qui fait hurler de frustration, d'humiliation et de rage, là, les élites traditionnelles, le système traditionnel, là, qui se voit constamment humilié par Trump. Et c'est, je crois, aujourd'hui encore la grande force d'un leadership de ce type. C'est la raison pour laquelle il monte dans les sondages encore depuis qu'il a été inculpé dans toute une série d'affaires aux États-Unis. Mais ça ne lui pose aucun problème. Et là encore, pardon, je suis long, je suis italien, je parle trop, mais je voulais en revenir en effet à un exemple italien, Berlusconi, qui a été au centre du système italien pendant 20 ans. Il a réussi à continuer à garder cet aspect d'outsider, comme ça, de challenger face aux élites, de cette façon. Parce qu'il avait les juges contre lui, et donc il disait ça c'est l'État profond. À l'époque, on n'utilisait pas encore cette expression-là, mais c'était plus ou moins le sens où c'est des juges de gauche, ou c'est des communistes, ou c'est l'État profond, et ça légitime tout ça. Je vais prolonger la question d'Alain autour de cet incipit des ingénieurs du chaos. Quand vous dites les méchants ont sans doute compris quelque chose que les bons ignorent, cette citation de Woody Allen, c'est un thème qui revient aussi beaucoup dans l'hommage du Kremlin. Quand vous faites parler Poutine, quand vous faites penser Poutine, on a le sentiment que autant Poutine comprend l'Occident, autant l'Occident ne comprend pas la Russie de Poutine. Vous donnez un exemple, l'exemple de cette image en 1995 qui a fait beaucoup rire à l'Ouest et qui avait été perçue comme un signe d'entente cordiale entre Washington et Moscou. Mais c'est une image qui avait profondément choqué la Russie. C'est ce fou rire du président américain Bill Clinton, derrière son homologue russe Boris Eltsine qui parle à New York. Clinton part en fou rire pendant le discours d'Eltsine. Nous, on a tous trouvé ça très drôle, c'est dans les bêtisiers, c'était dans les zappings, mais la Russie en a été mortifiée, et ça, on ne l'a pas compris, on ne l'a pas su. On a une responsabilité, nous, dans la manière dont la Russie se perçoit, dont Poutine a réussi aussi à s'installer au pouvoir, avec ce regard qu'on a pu poser sur la Russie, cette incompréhension qui est la nôtre. Carl Schmitt disait le défaut du vainqueur, c'est de n'avoir aucune curiosité pour le perdant. Bon, alors effectivement, c'est là aussi quelque chose de classique. Est-ce qu'on a eu beaucoup de curiosité au cours des années 90 pour la façon dont les Russes ou une large partie des Russes pouvaient être en train de vivre le déclassement et le délitement de l'Empire soviétique? Sûrement pas. Est-ce qu'on a commis des erreurs dans le traitement? On en a sûrement commises. Mais après, est-ce que ça veut dire que nous sommes responsables de ce qui s'est produit en Russie, de ce qui se produit aujourd'hui, des choix de Poutine et pas que de Poutine? Je pense que non. C'est un peu toute la difficulté de mon livre. C'est-à-dire, je crois que expliquer
essayer de rentrer dans une certaine logique, c'est toujours utile. Il faut essayer d'expliquer. Et dans ce qui fait la force de Poutine aujourd'hui en Russie, aujourd'hui encore, ce sentiment d'humiliation joue un rôle. Je pense que les Russes n'ont plus tous en mémoire les années 90. D'ailleurs, un certain nombre n'étaient pas encore nés, même si beaucoup l'étaient, parce que la société russe est très vieille. Enfin, ils ont un gros problème démographique. Mais ce qu'ils ont gardé comme souvenir de cette décennie-là, c'est effectivement, premièrement, la démocratie équivaut au chaos, et deuxièmement, quand la Russie est dans le chaos, l'Occident collectif va en profiter pour nous humilier, pour nous prendre des morceaux d'ici par-là, etc. Bon, alors je pense que c'est dans la perception de beaucoup de Russes, et c'est sur ça, encore aujourd'hui, que Poutine assied une partie de son pouvoir. Après, encore une fois, ce serait d'ailleurs infantilisant de dire que la Russie, aujourd'hui, se comporte de cette façon parce que c'est notre faute, on a mal géré, Est-ce qu'on a fait des erreurs? Possible. Mais ils sont responsables des choix qu'ils font. Ça aurait pu très bien se passer d'une autre façon. Les Occidentaux ont fait des erreurs par rapport à la Russie, mais ils ont aussi beaucoup, sur énormément de plans, essayé d'investir, d'engager, et d'ailleurs jusqu'au dernier moment. Et on reproche aujourd'hui à beaucoup de leaders européens, d'ailleurs, Angela Merkel et d'autres, d'être allés trop loin dans leur tentative d'engagement par rapport à Poutine. Donc, oui. Mais est-ce que vous pensez que la démocratie libérale est un système qui peut s'installer en Russie et qui peut séduire surtout les Russes? Alors, pas demain matin. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, effectivement, c'est un pouvoir de Poutine qui reste assez fort et qui a plutôt probablement des challengers qui sont plutôt à sa droite que d'un côté de la démocratie. Et on note, en effet, aussi en Russie, forcément, la récurrence d'un pouvoir vertical, autoritaire, qui a certains caractères et qui revient souvent dans l'histoire russe et dont Poutine a réactivé un certain nombre de codes. Mais après, est-ce que ça veut dire qu'il y a une fatalité? Moi, je n'y crois pas. Je ne suis pas un déterministe du point de vue politique et historique. Le personnage de mon livre, oui, mais parce que j'ai essayé d'entrer dans sa tête, et lui, il dit, la Russie, ça a toujours été ça, depuis Ivan le Terrible, ça se gouverne avec les oprichniks, les hommes de main, et un certain niveau de violence. C'est la rhétorique de Poutine, si vous voulez, et des gens qui sont proches de lui. Moi, je pense que l'histoire a plus d'imagination que ça. Les années 90 ont débouché sur le pouvoir de Poutine parce que, effectivement, c'était des années extraordinaires de chaos, d'humiliation, de délitement. Donc, au fond, la probabilité que ça débouche sur une restauration autoritaire et verticale était assez forte, Poutine ou pas Poutine. Mais en même temps, ça aurait pu se passer d'une autre façon aussi. Il aurait pu y avoir à la place de Poutine quelqu'un d'autre qui aurait pu s'appuyer sur d'autres forces et le parcours de la Russie aurait pu être différent. Donc ce sera à nouveau possible dans un futur. Encore une fois, il ne faut pas miser, je crois, sur, et ce serait naïf du point de vue de l'Europe, de miser sur la chute de Poutine et la restauration ou même l'instauration d'une gentille démocratie libérale en Russie, là, dans l'immédiat et dans les prochaines années. Mais qui sait, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui sait? Merci Giuliano d'Ampoli. Je rappelle vos 2 ouvrages, Les ingénieurs du chaos chez Folio Actuel et Le Mage du Kremlin, qui est à la fois dans la blanche et à la fois en poche chez Folio. Merci à vous d'avoir participé à cet épisode du Monde devant soi. Merci Alain, Merci Christophe. Je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Merci Jean-Marie. Je rappelle quant à vous votre participation à l'émission Politique, le jeudi aussi sur France 24. À la semaine prochaine. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.